RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Guadeloupe, actualité. Journée nationale de la qualité de l'air, l'occasion pour Guader de sensibiliser le public sur les émissions de particules fines, qu'elles soient transportées par la brume de sable ou issues de l'activité humaine, tout comme la terre ou l'eau. Nous polluons cette ressource vitale de manière inconsidérée. Regardez. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la qualité de l'air. Donc, à l'échelle de tout le pays, cette journée a été mise en place pour sensibiliser la population particulièrement aux enjeux de la qualité de l'air. Donc, aujourd'hui, ici en Guadeloupe, Guader, qui est l'observatoire de la qualité de l'air, organise une manifestation donc pour sensibiliser alors les écoles avec un appris rendez-vous, mais tout le grand public aussi. Ceux qui passent peuvent venir nous poser des questions et se renseigner sur la qualité de l'air. Alors en Guadeloupe, de manière générale, on a des épisodes sur, on va dire, une 50aine de jours. Ces épisodes sont principalement dus aux particules fines PM10 qui sont amenées par les masses d'air chargées en brume de sable. Et donc c'est à l'occasion de ces épisodes principalement que nous avons des dépassements de la pollution. Après, il y a d'autres sources d'émissions, comme les voitures, comme aussi les bateaux, les industries et les activités humaines généralement. Donc, pour pouvoir limiter ces dépassements, il faut agir sur ce quoi on peut agir, donc notamment le trafic routier, les utilisations en résidence de gaz, etc. et aussi les industries. Donc, améliorer tous nos process qui émettent de la pollution de l'air. Un reportage signé Michel Depape. Et depuis le 1er janvier 2017, le surtintage des vitres de voitures est réglementé. Les gendarmes effectuent aujourd'hui un contrôle routier pour rappeler aux automobilistes les règles en vigueur. Le reportage de Charlie Dagonia. À partir du moment où on le remet un film opaque pour rajouter de l'opacité, on est en infraction. D'accord ? Donc c'est-à-dire que là, ici, c'est trop teinté, trop fumé. Peut-être lorsque je l'ai acheté, c'est le garage même, la maison Toyota qui l'a fait. Parce que je l'ai acheté à W à Toyota. Oui, et sauf que cette infraction, le fait d'avoir des vitres teintées, date du 1er janvier 2017. Oui, il fallait l'enlever. À partir du 1er janvier 2017, c'est une infraction d'avoir les vitres trop teintées. D'accord ? Donc c'est certainement pour ça que vous avez encore... Et après, normalement, moi je vous conseille, je vous envisage de vous inciter à enlever le film pour être en conformité au niveau de la loi, sachant que c'est une amende normalement à 135 €, un retrait de 3 points sur le permis de conduire et une éventuelle immobilisation du véhicule. Cette action, c'est une action de prévention sur la mise en œuvre d'un décret qui est ancien, qui date de 2017 et qui porte sur la visibilité des conducteurs et l'interdiction des vitres teintées à l'avant du véhicule, vitres latérales et puis pare-brise avant. La réglementation est claire, elle est ancienne comme je le dis, elle date de 2017. On doit avoir une transmission de la lumière à travers ces vitres de 70%. En clair, ça veut dire qu'on doit vous voir à travers la vitre. Voilà, dès qu'on ne vous voit plus ou qu'on ne vous distingue plus clairement, vous n'êtes plus dans le respect de la réglementation. Alors pourquoi cette norme ? Eh bien tout simplement parce que ça représente un double danger de cacher l'apparence du conducteur ou du passager. Cacher le visage du conducteur, c'est un danger pour le cyclomotoriste ou le piéton qui s'apprête à traverser et qui ne peut pas voir son homologue dans sa voiture. Je sais qu'il y avait ce week-end tout un contrôle des vitres teintées, parce qu'effectivement, il y a des vitres qui sont excessivement teintées et qu'on ne voit pas la personne, et même on se demande parfois si il y a quelqu'un qui conduit la voiture. Alors aujourd'hui, clairement, l'objectif est un objectif préventif et pédagogique. Aujourd'hui, nous allons contrôler les véhicules pour lesquels nous allons constater que les vitres latérales sont trop teintées
et leur donner un message de prévention, c'est-à-dire de les inciter à remettre leur véhicule aux normes, à la réglementation au code de la route. Ben exactement, la bande c'est pour protéger un peu du soleil, empêcher le soleil de rentrer dans la voiture. Donc c'est quand même quelque chose de bien parce que le soleil peut aveugler quand même. Donc, mais il m'a dit qu'elle est un petit peu trop longue, donc il va falloir couper dessus parce qu'elle rentre dans le champ de visibilité. Ce soir, c'est tout ce qui est vitre teintée. Il faut penser qu'il y a une sanction pour ça. Et ça empêche aussi, les gens profitent de ce principe de vitre teintée pour téléphoner ou pour faire autre chose. Et ça, c'est important cet après-midi de signaler aux gens quand même qu'on ne fait pas n'importe quoi, même si la vitre est teintée. Donc c'est une façon de se sécuriser soi-même. On enchaîne avec la présentation des comptes économiques rapides de la Guadeloupe. Pour l'INSEE et l'IEDOM, le premier semestre 2021 est plutôt encourageant. Le taux de chômage reste stable à 18,5%. Il est quand même énorme, notre taux de chômage, il faut le dire. Pour ce qui est de la reprise économique des secteurs comme l'hôtellerie, eh bien, elle peine à redémarrer. D'autres voient le coût des matières premières exploser, comme le BTP. La faute à la guerre en Ukraine et une gestion hasardeuse du gouvernement. Mais les premiers à payer le prix de l'inflation, ce sont bien évidemment les ménages qui voient leur pouvoir d'achat coupé dans le vif. L'on note une augmentation de 20% des dossiers de surendettement. Pas de quoi s'affoler selon les experts visiblement, mais quand même 20% de dossiers de surendettement en plus. L'économie de Guadeloupe reste bien orientée sur le premier semestre 2021 avec plus de 124 000 salariés en hausse de 1,1% au premier trimestre 2022. Donc des effectifs qui sont en hausse. Le taux de chômage est stable avec une baisse du nombre de demandeurs d'emploi. On a un taux de chômage qui reste élevé en Guadeloupe à 18,5% de chômeurs. Ensuite, l'hôtellerie est en forte hausse par rapport à l'année 2019, par rapport au deuxième trimestre 2019. Ceci étant dit, c'est un secteur qui reste déprimé par rapport à une année habituelle. Le taux d'emploi chez les hommes était de 54% cette fois-ci et il était de 4 points supérieur à la dernière enquête. Chez les femmes, la tendance est inverse. Même s'il reste inférieur, il a 50%, il a gagné aussi 4 points. L'économie de la Guadeloupe n'a pas encore retrouvé son niveau de 2019, d'avant-crise, que le taux de chômage reste élevé, que la reprise va arriver, on espère, mais il y a encore des ombres qui devraient arriver sur la Guadeloupe, notamment avec les effets de la crise en Ukraine et de l'effet de l'inflation qui reste élevé en Guadeloupe, mais qui est aussi très élevé en métropole. Elle a déjà des conséquences sur le pouvoir d'achat, elle a des conséquences sur l'activité, notamment on a vu sur le BTP, le bâtiment. Le coût des constructions est tel que ça remet en cause parfois certains projets que certaines personnes voulaient construire, puis les coûts sont devenus prohibitifs. Ce que l'on espère, c'est qu'effectivement, notamment la commande publique ne va pas en souffrir. A priori, l'État et les collectivités vont maintenir leurs projets. C'est vrai que ça va susciter sans doute des renégociations de prix, mais on peut espérer qu'effectivement, cette activité-là va être maintenue. On observe au niveau du surendettement des ménages, donc qui est un indicateur un peu de la fragilité des ménages. On a en Guadeloupe une petite accélération du nombre de dossiers déposés, de surendettement. On a une augmentation depuis le début de l'année d'environ 20% du nombre de dossiers déposés. Il n'y a pas d'inquiétude majeure, mais il y a quand même un petit signal comme quoi la situation des ménages semble se dégrader un petit peu. Encore une fois, il faut rester, on est sur des petits chiffres, donc il faut rester prudent, mais forcément ça a un impact sur les ménages qui voient leur pouvoir d'achat amputé par l'inflation, même s'il y a des hausses de salaire en parallèle. Un reportage signé Olivier Félix. Et après avoir fleuri les espaces faisant office de décharge sauvage sur son territoire, la communauté d'agglomération Nord-Bastère recrute maintenant des ambassadeurs de l'environnement. Pendant 9 mois, 8 jeunes volontaires en service civique seront donc chargés de sensibiliser aux gestes éco-citoyens, un peu lutter contre les pollueurs qui sommeillent en certains d'entre nous. Le reportage. Mais aujourd'hui, c'était la fin de la formation de nos ambassadeurs de l'environnement,
puisqu'il va y avoir 7 jeunes en emploi civique qui vont intervenir sur tout le territoire avec les écoles pour expliquer cette nécessité de protéger l'environnement, qui vont expliquer comment faire le tri, qui vont expliquer comment éviter de mettre des encombrants, de ne pas avoir des dépôts sauvages. En tout cas, qui vont mettre l'accent sur cette nécessité que nous puissions protéger notre environnement. Ma volonté, c'est que le territoire du Nord Basse-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc, c'est dans cette démarche que ces jeunes sont recrutés, seront pendant 9 mois avec nous. Et comme j'ai eu l'occasion de leur dire, ils ont cette opportunité à charge pour eux d'être performants, d'être bons, et pour que nous puissions voir quelle autre possibilité qu'il pourrait y avoir par la suite. J'ai eu la chance de pouvoir mettre à profit mes années en tant qu'enseignante et directrice d'école dans le cadre de ce projet qui était vraiment d'encadrer, de lancer même, de contribuer au lancement des ambassadeurs de l'environnement de la CNBT. L'enjeu pour eux, ça va être sur le territoire de la CNBT d'intervenir auprès des scolaires, mais aussi des adultes, des aînés, pour transmettre les éco-gestes du citoyen. Donc forcément, ayant l'expérience en tant qu'enseignante et directrice, j'ai souhaité expliquer, présenter à ces jeunes en fait comment se déroulaient des séances d'apprentissage, ce à quoi ils devaient faire attention au niveau des écoles. Et avec Madame Christelle Diochot d'Espoir, qui est la directrice de C2D Consulting, il y a eu tout l'univers en fait de l'environnement, du développement durable. Alors, au sein de cette formation, j'ai été formatrice sur les questions d'environnement et j'ai eu le plaisir d'intervenir auprès de ces 8 personnes et de pouvoir leur expliquer un petit peu les enjeux qui sont autour de l'environnement. Les déchets, le changement climatique, l'énergie, ce sont toutes ces thématiques que nous avons abordées. Et le département, lui, porte un soutien financier à la ville de Port-Louis. Il entend accompagner la mise en place de la restauration scolaire au collège à compter de 2023. À cela s'ajoute la création d'une structure sportive et la réfection du port de pêche. Le reste en images. Très satisfait de la réunion, de cette rencontre avec la ville de Port-Louis. C'est une rencontre que nous aurions dû faire bien avant, mais compte tenu des circonstances, cela a pu se produire aujourd'hui. Plusieurs dossiers, notamment l'accompagnement pour le collège, puisque Port-Louis, c'est l'une des dernières villes à ne pas avoir une restauration scolaire à l'intérieur donc, du collège. Et c'est ce qui va se mettre en place. Nous avons pu valider un projet qui sera fait d'ici l'année 2023. Également, des mesures pour la pratique du sport. Et là, également, nous avons pris des engagements pour la réalisation de cette structure sportive très rapidement. Le port pour lequel nous sommes très ambitieux, puisque j'ai eu l'occasion de rappeler que ce port de Port-Louis doit avoir une dimension. Nous avons 2 ports phares avec Sainte-Rose sur le territoire, avec de forts potentiels. Et département, région, il faudrait que nous fassions en sorte que tout ce potentiel soit mis à profit donc, du développement, profit donc, de la Guadeloupe. Le port de pêche est important puisque c'est l'ouverture vers la Caraïbe. Il faut que la population portlouisienne soit face à la mer et non dos à la mer. Nous pensons au niveau du conseil départemental que si nous réussissons le projet que nous voulons pour le port de Port-Louis, ça sera une mandature qui sera fortement marquée. Ceci étant dit, je crois qu'après avoir mis en place le conseil portuaire et surtout avec les travaux qui vont avoir lieu, ça va donner déjà le premier, je dirais, coup de cloche qui va venir d'autres projets. Et puis là, avec le monsieur le maire, on vient d'évoquer l'extension du périmètre du port, ce qui donne encore plus d'ampleur à ce projet et permettra que nous puissions mobiliser d'autres financements pour faire de Port-Louis vraiment un espace remarquable pour la Guadeloupe. L'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe se structure et pour ce faire, elle renforce ses partenariats stratégiques. Ce matin, les restaurateurs ont donc signé une convention avec la société Magenta.
pour faire des économies d'énergie. Ils ont surtout contractualisé une convention de partenariat avec la compagnie Corsair et ainsi ils pourront bénéficier, ainsi que leurs employés et aussi leurs familles, de réductions sur les billets d'avion, des réductions quand même assez significatives. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de grande transition où il s'agit de structurer la filière restauration. Les signatures que nous avons faites aujourd'hui est toujours dans l'intérêt de la restauration, des restaurateurs, de leurs salariés, mais aussi de leurs familles. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la compagnie Corsair nous suit et nous venons de signer une convention mais qui est vraiment très importante pour les restaurateurs parce que sur leur voyage, sur leur déplacement, ils auront des réductions mais qui sont considérables et qui leur permettront d'obtenir des remises et d'accumuler de l'argent sur des cartes afin de faire bénéficier à toute la famille des prix intéressants sur les billets d'avion, mais pas seulement la famille, donc aussi les collaborateurs des établissements où ils travaillent. L'objectif du coup de consolider notre partenariat, notre ancrage local avec l'ensemble du secteur économique, dont le secteur économique qui est vraiment indispensable pour la Guadeloupe, et donc de le faire rayonner et de participer activement à son développement. Cela va se passer par des tarifs spécifiques et des conditions spécifiques pour pouvoir accompagner l'ensemble des restaurateurs dans le cadre de leur déplacement du coup vers la métropole. Nous avons aussi signé une convention avec la société Magenta pour la transition écologiste, donc la transition énergétique, pour les économies d'énergie, ce qui est très important parce que vous savez qu'aujourd'hui le nerf de la guerre dans les entreprises, c'est d'arriver à dégager de la marge et de réduire nos coûts. Donc il fallait qu'on aborde tous ces sujets importants. Et on part pour la maison coloniale de Vonch-Abemao à l'occasion du lancement de la 11e édition du Festival caribéen de la bande dessinée. Et cette année, c'est l'afro-manga qui est à l'honneur, avec des mangakas comme Dwayne Uno et Maki Dambi, auteurs de The Last Kamit. Regardez. C'est le seul festival de bande dessinée et de manga et de livres de jeunesse de la Caraïbe. Pas seulement de la Guadeloupe, mais vraiment de la Caraïbe. Et au cours de ce festival, en fait, on peut recevoir le grand public. À noter que c'est un festival gratuit, ouvert à tous, en proposant des ateliers pour les enfants, mais aussi pour tout le monde. Et puis c'est la possibilité aussi pour tout le monde de découvrir les auteurs. Cette année, on a fait un focus sur l'afro-manga et nos parrains, ce sont le groupe Last Kamit. C'est avec fierté qu'on a appris qu'il y avait une demande pour que l'on soit nommé parrain de la 11e édition. C'est une fierté aussi pour nous de pouvoir retourner au pays, de représenter un art que l'on s'est approprié, qu'on essaie de développer de notre côté. Dans la réappropriation qu'on a faite, on a mélangé un peu de manga, un peu de comics qui vient des États-Unis, puisque voilà, nous sommes influencés par les deux. Et aussi, surtout, nous, ce qu'on veut faire, c'est proposer une autre imagerie de l'homme noir, l'homme, la femme noire, différemment de ce qui est fait dans l'actualité, dans les livres. Pouvoir aussi intéresser le plus grand nombre à la culture afro, que ce soit africaine ou caribéenne ou afrodescendante aux États-Unis. Et surtout, ouvrir, montrer que le monde noir, c'est aussi tout aussi intéressant que le Japon, que les États-Unis, que l'Europe, et qu'il y a plein de choses à découvrir, des héros, des lieux, des histoires, et que voilà. Ça a le mérite d'être reconnu aussi. Alors justement, le festival se poursuit. On est à Vonch, à la maison communale de Vonch, donc on vous y attend, à partir de demain, samedi et dimanche. Donc toute la journée, de 9h jusqu'à 18h. Donc des ateliers dessinés, des meet-up, des séances de dédicaces aussi. Donc un village, des expositions. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc on vous attend à la maison communale de Vonch. 11e édition, une fois de plus, la ville de Bemao accueille ce festival. Festival qui est important pour notre collectivité parce que c'est un festival qui répond à un enjeu important, à un axe majeur qui est la démocratisation de la culture et de l'art. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons une belle bibliothèque. Nous travaillons avec nos jeunes autour de la BD, autour du manga, mais surtout autour de la littérature de jeunesse. Et ça, c'est très important.
Grâce à ses initiatives et son projet autour du développement des activités nautiques auprès des enfants, Rodolphe Seffo est largement soutenu par les collectivités de Guadeloupe. Après Morne-à-l'Eau et Lamentin, c'est au tour de la ville de Petit-Bourg de faire confiance à notre skipper et l'accompagner pour la route du Rhum. Regardez. Nous avons décidé de soutenir l'aventure qui va être menée par Rodolphe Seffo, ce jeune Guadeloupéen amoureux de la mer et qui pour nous est un exemple de courage, d'engagement, de volonté ferme de parvenir jusqu'à la fin d'un projet. Et nous avons voulu faire de ces qualités un enseignement pour nos enfants des écoles de Petit-Bourg, les classes qui ont particulièrement été choisies. Et là, ça a été l'occasion pour nous de nous rendre compte de l'intérêt qu'accordent des enfants à une telle aventure humaine. C'est la génération de Guadeloupéens de demain. Donc aujourd'hui, c'est très important, moi en tant que navigateur déjà et en tant que Guadeloupéen, de partager mon aventure, donc cette fameuse route du Rhum qui appartient à la Guadeloupe. Donc partager ça avec ses enfants, leur faire rêver aussi, parce que c'est aussi comme ça que les vocations naissent. Et puis on est dans une politique aujourd'hui que la ville de Petit-Bourg a amorcée de développement du nautisme. Et donc en tant que navigateur, c'est très important pour moi d'accompagner cette politique de développement de la ville et d'aller voir les jeunes administrés, les jeunes petits bourgeois aussi proches de ce qu'ils font, proches de leur quotidien. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que un maximum de Guadeloupéens suivent cette route du Rhum, encouragent les skippers guadeloupéens, encouragent Rodolphe Seffo particulièrement, et j'espère vous voir très nombreux à l'arrivée de la route du Rhum au Mémorial Act. C'est de la pédagogie, c'est de la formation qui leur sera utile pour la propre prise en charge de leur existence. Je leur disais tout à l'heure, on n'est pas à l'école seulement pour faire plaisir à maman et papa, on est à l'école parce qu'on doit préparer un projet personnel. Et nous croyons qu'avec Rodolphe Seffo, qui va les suivre, puisque c'est un engagement sur 3 années, et nous voulons mettre en évidence les équipements sur la façade littorale de Petit-Bourg et faire de sorte que nos enfants et les parents, les adultes, soient des usagers des différents équipements qui sont réalisés en bordure de mer pour que nous, Guadeloupéens, nous soyons des acteurs du développement maritime, du développement économique, du développement en termes de loisirs, en termes sportifs. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.